Voilà, et on passe les slides. Est-ce que vous avez le retour comme quoi l'enregistrement a débuté? Oui, l'enregistrement a démarré. Bon, bah parfait. Allez, il faut que je reste ici pour qu'on me voit. Au revoir. Bon, bonjour à tous et bonjour à toutes. Heureux de vous voir. Ici, on a pas mal de monde. En ligne, on est combien? T'as regardé? Non, je n'ai pas regardé, mais attends, je vais te dire ça. Une trentaine. On est en trentaine, donc on est pas mal. Donc on va commencer. Merci à tous d'être venus. C'est toujours un peu plaisir. Ça doit être notre 10e session sur Strasbourg, je crois. Donc un petit rappel, hein, le Club Power BI, pour ceux qui ne connaissent pas, tout est sur le lien clubpowerbi.com. Vous avez le lien sur le Meetup pour vous inscrire sur les différents événements. Vous avez les YouTube, les liens YouTube pour tout ce qui est retransmission, puisque cette session est enregistrée. Elle sera d'ici une semaine à peu près, selon nos disponibilités, on va les mettre en ligne. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Le forum, bien sûr, on a un forum francophone où les gens répondent, donc vous avez aussi le lien sur le Meetup. Donc pour le rappel, hein, le Club Power BI, c'est une petite dizaine de villes réparties sur toute la France, et on organise à peu près chaque ville 4-5 meet-up par an, donc ça nous fait presque toutes les semaines. La semaine dernière, il y en avait un sur Lyon. Après viendra la semaine prochaine Paris, Saint-Rex. Je crois que c'est Danone qui est derrière, le Rex. Il nous parlera comment utiliser une gouvernance locale avec une structure internationale, donc un vrai sujet pour les grosses structures. Et puis bien sûr, comme tout fin de mois, on aura l'émission, le Club Power BI, l'émission qui abordera les nouveautés. Toujours avec Jean-Pierre, Guillaume et Tristan. Parmi les prochains événements, je ne passe pas à côté de la Modern Workplace Conférence Paris, avec un nom bien compliqué, mais en fait, bon, comme son nom l'indique, hein, c'est toute l'offre Modern Workplace de Microsoft, et le Club Power BI y est partenaire. Donc, on aura les membres du club, hein, on aura 4 sessions. Il y aura 2 sessions lundi avec Joël et Jean-Pierre, et le lendemain, on aura une session avec quasiment une bonne... la session, il y a tout le club Power BI, en tout cas les membres du club, hein, que ce soit Tristan, Jean-Pierre, Guillaume, Marie et votre serviteur. Et toujours dans l'après-midi, Jean-Pierre nous fait encore une 3e session. Voilà. En tout cas, un grand merci pour l'école Saint-Plon qui nous accueille. C'est un vrai plaisir, et je vais laisser la main à Samuel qui va nous présenter l'école. Merci beaucoup. Donc, bonsoir à tous. Je m'appelle Samuel Bourreau, je suis chargé de communication pour Saint-Plon Grand Est. Déjà, je voulais tous vous remercier d'être venus ce soir pour cette réunion, et vous aussi d'être venus auprès de Saint-Plon pour vous présenter rapidement Saint-Plon Grand Est, qui nous sommes. Alors, nous sommes un organisme de formation dans les métiers du numérique. On est arrivé dans le Grand Est en 2019. Saint-Plon, au global, existe depuis un peu plus de 10 ans. Et on propose des formations au métier du numérique qui sont 100% prises en charge pour nos apprenants, et elles sont dans tous les cas sans prérequis de diplôme. C'est-à-dire que la base de Saint-Plon, c'est de former tous les profils au métier du numérique. Alors, pour présenter un petit peu plus globalement, on est présent sur tout le territoire du Grand Est, notamment via trois lieux de formation comme celui-ci, à Reims, à Nancy et à Strasbourg. Merci d'être venu ce soir dans nos locaux du Palais des Forges. On va vous présenter un petit peu plus spécifiquement une formation, justement, c'est la formation en intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, raison de votre venue ce soir. C'est une formation qu'on propose en collaboration avec Microsoft. C'est un cursus de 19 mois qui a pour but de préparer au titre de développeur en intelligence artificielle. Alors, on va juste rentrer un petit peu plus dans les détails. La formation en intelligence artificielle, le but, c'est d'avant tout de proposer une formation qui puisse permettre de rentrer dans tous les domaines de l'IA, donc notamment sur tout l'aspect data. On a énormément d'apprenants qui travaillent sur la data, BI, etc. Donc, on a des personnes qui sont sans prérequis de diplôme, qui viennent de tous les domaines différents
et qui rentrent dans un cursus de 19 mois pour sortir par la suite avec un titre équivalent Bac+3, donc un titre de niveau 6. Et puis, durant toute cette formation, au final, on va challenger nos apprenants avec de la pédagogie active. Donc, le but, ça va être de recréer des situations qu'on peut rencontrer en entreprise directement sur des domaines tels que la gestion de données, le développement de programmes différents d'intelligence artificielle et aussi tout ce qui est soft skills, donc gestion de projet, méthode agile, etc. On propose plusieurs certifications, notamment donc à la fin la certification, le titre niveau 6 de développeur intelligence artificielle, mais aussi une certification en méthode agile pour que les personnes qui viennent à Saint-Plon soient et des professionnels dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais aussi dans tout ce qui est gestion de projet, etc. Et comme je disais, donc, ça rentre complètement ça rentre dans la ligne du Club Power BI, puisque énormément de nos apprenants sont amenés à travailler sur la data, sur tout ce qui est gestion de données, etc. Voilà. Et puis on avait encore une slide, je crois, juste derrière. Voilà, donc les compétences que j'expliquais juste avant. On prépare aux méthodes agiles, donc aux soft skills, aux hard skills avec les compétences, et tout ça est bien sûr fait en collaboration avec Microsoft. Depuis 3 ans désormais dans le Grand Est, on est arrivé dans le Grand Est grâce à l'intelligence artificielle, et c'est pour ça qu'on est très heureux de vous recevoir ce soir. Merci Samuel. Merci à vous. Merci. Voilà. Allez, maintenant, ça va être notre tour. Je te laisse la parole, Lancinet. Ok. Bonsoir à tous. Alors, je me présente, je m'appelle Lancinet Kava, je suis consultant en informatique décisionnelle depuis plus de 7 ans. Du coup, je travaille principalement sur des outils, des ETL, des outils de visualisation comme SAP Business Object et aussi dernièrement Power BI. Du coup, aujourd'hui, on est là pour vous présenter les possibilités qu'on a de faire de l'IA dans l'environnement Microsoft, plus précisément sur Power BI. Donc, je laisse la main à Philippe. Alors, effectivement, hein, Philippe, vous avez peut-être remarqué qu'on a changé de speaker ce soir, puisque David est en vacances, il en profite. Donc, en tout cas, merci Lancinet d'être là aussi, d'avoir répondu presque au pied levé, puisque et je sais que tu as préparé une belle démonstration, une belle démonstration bien technique comme on les aime. Allez, on attaque. Allez, la première partie qu'on va aborder, il y aura 3 grandes parties. La première, c'est pour faire simple, Power BI, qu'est-ce qu'il offre en standard sans trop se poser de questions. C'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite. Alors, je vous ai réservé une petite démo. Et la démo, elle est sur le site web. Alors, qu'est-ce qu'il y a en standard dans Power BI où il y a de l'intelligence artificielle derrière, mais sur lequel on n'a pas forcément beaucoup d'accès. Il y a un certain nombre de composants, d'ailleurs, je ne les ai pas tous listés parce qu'il y en a pas mal. Et le premier, qui est peut-être le plus représentatif, c'est ce qu'on appelle les influenceurs clés. Alors, les influenceurs clés, vous lui donnez aux composants un certain nombre de colonnes, et il se débrouille tout seul pour vous donner des tendances. Alors ici, il s'agit forcément de processus de vente, pour faire simple. On veut savoir si la vente, on a gagné ou pas la vente, et le système fait tout le travail pour vous donner des tendances. Vous donner des influenceurs. Par exemple, si vous voyez, s'il y a une remise à augmenter de 0,2, alors c'est 2%, hein, pour faire simple, vous avez une chance d'augmenter de 4,2% le chance de gagner. C'est la fameuse courbe qui est représentée à droite du graphique. Il le fait pour vous. Il vous dit, vous voyez, il y a une corrélation directe entre la remise et le pourcent du statut dans la valeur gagnée. Et vous voyez bien cette courbe quasiment, il y a une corrélation directe. Et le système l'a détecté sans aucune action de votre part. Donc, il y a d'autres facteurs, hein, dans le milieu de l'automobile, par exemple. Voilà, il vous dit, voilà, vous multipliez par 1,45 le succès, et ainsi de suite. Et donc, ce sont des choses sur lesquelles c'est vraiment l'intelligence derrière qui a fait tout le travail. On n'a fait que positionner le composant et lui donner des colonnes qu'on suppose être un élément de facteur. Toujours dans le même composant qu'on appelle les influenceurs clés, hein, vous trouverez dans Power BI sur la liste. Il a découpé un petit peu nos chances de succès par 5 segments qu'il a détectés. Et si on veut en savoir plus,
on n'a qu'à cliquer, qu'à sélectionner les segments, et il vous dit, vous voyez, il faut que notre propriétaire Alain Steiner est plutôt efficace, le process d'achat inconnu, bon, d'accord, le remise est supérieur à 1,3%, et la remise est inférieure ou égale à 4,6, donc traduit entre 1,6 et 4,6%, on a une chance de gagner à presque à 100%. Après, avec une chance de 98%, je ne vais pas le détailler, mais globalement, vous voyez un petit peu la logique. Le système essaye de trouver un petit peu comment fonctionne tout ça. Alors, Microsoft, alors j'ai toujours pas compris, Microsoft le met dans la partie intelligence artificielle, mais honnêtement, je n'ai toujours pas trouvé où était l'intelligence là-dedans. C'est tout simplement une distribution par arbre de décomposition des différentes valeurs de l'apport en par montant, etc. Donc, vous voyez, après, on l'a diffusé par catégorie, ensuite par région, territoire. Et si vous voulez en rajouter, ben, vous allez faire qu'un plus, et puis vous rajoutez l'industrie, vous voyez la ventilation. Le real estate investment est le plus efficace, etc. Bon. Celle-là, honnêtement, celui-là, je cherche toujours comment dire, l'intelligence. Je n'ai pas trouvé. Peut-être que quelqu'un peut me le trouver. Mais bon. D'autres éléments qui vont agir, et là, celui-là, moi, il y en a quelques-uns qui me plaisent qui me plaisent pas mal. Ici, vous voyez sur la courbe, c'est ce qu'on appelle la détection d'anomalie, c'est-à-dire qu'il va estimer une valeur, et si la valeur obtenue est en dehors de ces aspects, c'est les petits points que vous voyez sur cette courbe-là, je vais la mettre en grand. Voilà. Les petits points que vous voyez, ce sont ceux pour lesquels il estime qu'il y a une anomalie, et la zone de confiance, elle est donnée dans la zone grisée autour de la courbe. Il vous dit, attention, là, ce serait peut-être intéressant d'investiguer sur ce qui se passe parce que on est loin des valeurs de la chose. Et d'ailleurs, si on survole, vous voyez, le revenu est de 67 000, la valeur attendue de 55 000, entre la valeur mini et maxi attendue. Et donc, on est 12 000 € au-dessus. Est-ce que c'est normal ou pas? Eh ben, ça, je vous laisserai interpréter. Mais en tout cas, voilà quelque chose qui fait de l'intelligence automatique sans aucune action. J'aurais pu aussi représenter une courbe de tendance ou avec une projection sur l'avenir, avec une validation de la période. Voilà, il fallait que je fasse un choix, j'ai fait un choix. En bas, sur la zone du bas, je vais l'agrandir, qu'il y a aussi, comme ça on verra mieux. S'il veut. Non, il ne veut pas que je l'agrandisse celui-là. C'est la zone de questions-réponses qui est vraiment l'intelligence artificielle. Vous posez vos questions en langage naturel. Voilà, je prends le premier, hein, le nombre de perdus par région ou par, qu'est-ce que j'ai dit, par catégorie. J'ai qu'à taper mon texte et je veux celui-là as pie. Pie en anglais, c'est le nom du camembert. Et voilà, j'ai changé la représentation. Si je mets une table, j'aurai un beau tableau pour ceux qui les aiment. Voilà. Donc là, on tape en langage naturel. Alors malheureusement, les mots-clés sont toujours en anglais, ça fait des années. On attend toujours qu'ils nous le francisent. Mais bon, c'est toujours pas le cas. Mais en tout cas, pour les démos, ça fait toujours son petit effet. Et le dernier, en fait, c'est pas le dernier, parce que j'en ai encore d'autres à vous présenter. La zone ici, dans ce petit carré en haut à droite, ce qui était fourni là, c'est le système qui l'utilise automatiquement. C'est le composant qui s'appelle la narrative intelligente, qui fait le boulot. Donc, lui, il vous dit, vous voyez, le revenu gagné a commencé à être à la hausse le 27 mai, augmentant de 7,48%, à savoir 4 900 € dans 4 jours. Et oui, il y a encore des mots en anglais. Mais bref, le module-là, il fait tout le travail. Je n'ai rien tapé, c'est lui qui essaie de vous donner une interprétation des valeurs sans aucune action. Vous pouvez en rajouter, vous pouvez en supprimer, mais il fera le travail tout seul. Ce que je vais vous proposer aussi, alors je vais vite parce qu'on a sacrément on a pas mal de démos et je ne voudrais pas qu'on squeeze trop. Par exemple, l'autre module que je voudrais vous montrer, là, vous voyez, c'est ces valeurs. Si je clique, si je fais un clic droit, j'ai une option qui s'appelle analyser. Et pareil, un module d'intelligence artificielle intégré va essayer de nous expliquer comment explique la valeur que j'ai sélectionnée. Alors, qu'est-ce qu'on voit, hein, le revenu gagné, voilà. Il essaye de vous donner un élément. En plus, il mélange du franc-anglais, en plus, vous voyez. Je vous laisserai regarder celui-là.
mais sachez que dans certains cas, ça peut être utile aux utilisateurs. Le dernier que je vais vous proposer, c'est obtenir des insights. Alors, il est sur la page principale du portail Power BI, mais il est aussi ici. Donc, si on appuie obtenir les insights, il va... Ah, on n'a pas trouvé d'insight aujourd'hui. D'accord. Alors, c'est depuis le portail, il me le fait. Alors, depuis le portail, Quick Insight. Et là, il va me le proposer. Alors, il va commencer à calculer les valeurs. Et il faut 30 secondes à peu près avant il ait tout analysé. Le modèle n'est pas très complexe, donc ça va assez vite. Voilà. Voilà, c'est bon. Et on peut voir les insights qu'il nous propose. Il va les afficher. Oui, non. Non, on va le refaire. Oui, je l'ai fait l'autre jour, il me l'a fait 2 fois. Bon. Je refais. Normalement, il a stocké le résultat des insights. Voilà. Alors là, il a imaginé, et en fait, il a analysé les données et il a essayé de voir quels sont des graphiques qui peuvent être des visuels qui pourraient être utiles. Donc, vous voyez en haut le nombre d'employés par semaine. Ensuite, il met en fonction des régions le taux de remise, la distribution, etc. Donc, voilà, tous ces composants-là n'ont pas été préparés. C'est vraiment l'intelligence qui est derrière dans Power BI, spontanément, en fait, spontanément, mais préparée par Microsoft, qui nous propose des graphiques. Par exemple, celui-là est intéressant, il y a un forecast. Vous voyez, il y a une tendance de forecast qu'il a proposé, etc. Donc ça, ce sont des tas de choses. Vous pouvez les garder, vous pouvez les jeter, c'est vous qui voyez si certaines ne sont pas pertinentes, hein. Des fois, il m'a sorti une corrélation entre tous les mois de janvier de l'année et le même nombre de jours. Il y a une corrélation effectivement entre le nombre du jour du mois et le numéro du mois. Oui, effectivement. Bravo de l'avoir trouvé, mais bon, c'était pas très utile celui-là. Voilà, voilà. Donc il y en a, vous voyez, il y a quand même son petit paquet pour un petit modèle. Donc voilà. Donc voilà différentes choses donc, de ce qui est intégré, directement disponible, sans aucune expérience de BI, pardon, d'intelligence artificielle, comment les utiliser et d'enrichir toujours notre expérience. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Je vais regarder, tiens. Pas pour le moment. Non, il n'y a pas de questions. Bon, on va continuer alors. Et voilà. Et donc, je vous ai mis quelques-uns, là, je vous ai rappelé quelques-uns qui sont intégrés, hein, les insights, analyser, c'est ce que je vous ai montré, la détection d'anomalies, la prévision, le visuel de l'arborescence hiérarchique, les influenceurs clés, la narration, les questions-réponses en langage naturel. Tout ça, c'est ce que je vous ai montré. Donc, vous voyez, il y en a, et je n'ai pas tout été jusqu'au bout parce qu'il y en a encore quelques-uns qui sont cachés. Voilà, on va continuer. Et là, Lancinet, je te laisse la main. Alors, moi, je vais vous parler du machine learning Python dans Power BI. Comme vous savez, en fait, dans Power BI, on a un module qui permet d'exécuter du code Python. Et du coup, le but de cette partie, c'est de vous présenter un peu comment on peut utiliser les différents moyens et différents moyens qui sont mis à disposition dans Power BI pour pouvoir les utiliser. Alors, on peut en fait exécuter directement des scripts Power BI enfin, des scripts Python depuis Power BI Desktop, ou on peut passer par l'éditeur, c'est-à-dire Power Query, ou aussi on peut utiliser en fait un éditeur externe, un environnement en fait de développement externe qui exécutera le code Python qu'on lui donnera, et on récupère le résultat dans Power BI. Ou on peut utiliser l'outil visuel en fait, qui permet directement d'exécuter et d'afficher des graphiques dans Power BI. Donc ça, c'est tout cette partie, ça se passe dans la partie Power BI Desktop. Du coup, je vais vous parler très rapidement du machine learning. Alors, c'est pas le cœur de mon métier. Le cœur de mon métier, c'est faire du décisionnel. Du coup, je vais essayer de donner une définition à peu près de comment je vois et comment
comment j'interprète le machine learning? Alors, le machine learning, pour faire simple, ça consiste en fait à faire de l'apprentissage via des données, c'est-à-dire qu'on va lui donner certaines caractéristiques et on va laisser la machine deviner ou prédire des résultats possibles. Et du coup, c'est principalement de l'exploration de décisions ou de données. Alors, principalement, il y a 3 étapes quand on fait du machine learning. La première étape, c'est de faire du pré-traitement. Donc, c'est tout ce qui est transformation, donc tout ce qui est nettoyage de données et tout ce qui est sélection des données qu'on veut étudier. Ensuite, on a la partie entraînement. Dans cette partie, en fait, on va sélectionner le modèle qu'on va appliquer à nos données. Et ensuite, on va définir un échantillon de données sur lesquelles on va entraîner notre modèle. Et une fois cette partie faite, on va appliquer notre modèle sur les données sur lesquelles on veut en fait avoir une prédiction. Et du coup, en fait, à partir de ces résultats, on peut soit améliorer le modèle, dire que le résultat est suffisant, mais la plupart du temps, on recommence le cycle d'entraînement et d'amélioration du modèle. Du coup, pour pouvoir faire du Python, tout simplement, il faut installer Python sur la machine, sur notre ordinateur. Ensuite, il y a des bibliothèques dont on a besoin en fait quand on veut faire du Python. Voilà quelques-unes qu'on utilise principalement. On a Panda, c'est vraiment pour manipuler les données. C'est à partir de Panda, en fait, cette bibliothèque, on va charger les données. On a la bibliothèque Maplog libre qui permet de représenter, de visualiser les données sous forme de graphique. Ensuite, on a NumPy qui permet de manipuler des tableaux multidimensions. Ensuite, on a Scikit qui permet cette fois-ci de faire du machine learning et aussi elle fournit aussi des jeux de données qui permettent aussi d'apprendre en fait à faire du machine learning. On a Seaborn qui elle permet aussi de représenter graphiquement les données. Du coup, je vais vous faire une petite démo des 2 moyens qu'on a en fait dans Power BI pour faire du machine learning Python. Alors, je vais juste partager mon écran. Hop, je sais pas si vous voyez mon écran. Hop. Alors là, je suis sur Power BI Desktop. Dans un premier temps, je vais importer des données. Donc, on peut le faire je peux le faire depuis Power Query ou je peux le faire directement dans Power BI. Je vais dans obtenir les données, plus. Et là, on va exécuter un script Power BI, Python. Je vais y arriver. Un peu de temps. Ah, voilà. Alors, j'ai déjà préparé un petit script pour pouvoir justement importer les données. Voilà. Alors, ce bout de script, en fait, c'est je vais charger les données en fait des fleurs iris. C'est-à-dire que je vais juste récupérer le jeu de données mis à disposition par Scikit. Ensuite, je vais les manipuler dans un dataform, c'est-à-dire que je vais les charger et je vais en fait les transformer en tableau bidimensionnel.
Ensuite, je vais déterminer une target, c'est-à-dire une cible qui va me servir en fait, à déterminer, à faire mon machine learning. Et du coup, cette partie, c'est pour juste avoir le nom en fait, des spécimens que je vais étudier. Et du coup, là je vais se connecter en fait, à mon environnement Python. Il va exécuter ce bout de code et il va récupérer le résultat dans Power BI. Donc, pour bien préciser, hein, dans ton jeu de données, tu as des caractéristiques de différents types d'iris. C'est pareil. Longueur du pétale, je sais plus, il y a des choses comme ça. Et il faut retrouver, le but c'est de retrouver, en fait, chaque longueur, etc., tend à définir quelle est l'espèce d'iris, En fait, de fleur iris qu'on va utiliser. En fait, le but, c'est de déterminer en fait, à travers la taille, à travers la longueur, la largeur des pétales et des sépales, de prédire à peu près comment en gros La variété. la variété va pousser. Et du coup, là, j'ai tout simplement chargé que les données. C'est-à-dire que pour le moment, il y a pas de transformation, il n'y a pas de machine learning. C'est juste comment je récupère les données depuis Python, depuis une librairie ou depuis un dataset qu'on a peut-être sur notre machine. Voilà. Du coup, à partir de ces données, je peux décider au moment où je charge mes données, de faire mon machine learning, d'appliquer mon modèle et de récupérer juste le résultat. Ou je pars du principe que je vais d'abord charger mes données et je vais ensuite appliquer je vais ensuite appliquer en fait mon modèle. Donc là, si je décide juste de visualiser mes résultats, alors je vais sélectionner en fait les colonnes, les valeurs que je veux évaluer. Donc là, j'ai choisi la taille, la taille des pétales et des sépales. Et du coup, je vais tout simplement occuper ce bout de code qui permet, dans un premier temps, on importe les bibliothèques. Ensuite, on va appliquer un modèle de régression linéaire. Ça va nous permettre en fait de prédire la taille ou le type en fait de plante selon la taille du sépale ou des pétales. Et donc, je lui dis ensuite d'entraîner les données et après de prédire. Donc, c'est-à-dire, je crée une colonne où dedans, il va déterminer le spécimen d'iris selon ces différents critères, c'est-à-dire la longueur, la largeur des pétales ou des sépales. Ensuite, on peut en fait utiliser une bibliothèque dans Python qui permet de l'afficher en forme graphique. Donc là, je vais afficher en fait pour chaque variété, je vais afficher la taille du pétale et des sépales. Et donc si j'exécute ce bout de code, je suis en train de l'exécuter. Ah, qui Tu n'as pas validé l'espèce dans ta sélection là-bas. Ici. Ah, ouais, ça va. Ça, c'est bon. Ça vient.
ça, c'est l'un des inconvénients d'utiliser du Python directement dans Power BI, c'est que souvent, l'exécution du script met un peu de temps. Donc, on est très dépendant, en fait, de ça. Du coup, comme vous pouvez voir, pour chaque caractéristique qu'on lui a donnée, on lui a affiché, en fait, les espèces. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Voilà. Donc, ici, on a selon la taille, selon en fait la prédiction liée à la longueur, juste plutôt à la longueur du sépale, on voit que certaines espèces, en fait, comme le Virginica, en fait, ont une longueur de sépale un peu plus longue par rapport aux autres espèces. Ensuite, ça, c'est une des manières en fait, de faire du Python dans Power BI. La deuxième manière, c'est si par exemple on a déjà des données chargées. Si on a déjà des données. Voilà. Si on a déjà des données chargées en fait dans notre Power BI et qu'on veut appliquer un script, c'est-à-dire un script Python dessus, on peut le faire. Donc pour ça, je vais prendre un autre exemple, c'est-à-dire que je vais charger cette fois-ci un fichier CSV qui contient les données RH et on va lui appliquer un modèle de machine learning pour essayer de prédire en fait le départ des salariés. Donc là, je vais juste importer le fichier CSV. Alors, je pense qu'il ne m'a pas transformé, mais il n'a pas détecté correctement mon typage. Donc, je vais juste lui dire de l'importer en anglais. Voilà. Alors, dans ce jeu de données, on peut voir la satisfaction de l'employé, sa dernière évaluation, le nombre de projets qu'il a réalisés, le nombre d'heures mensuelles qu'il travaille, le temps passé au sein de l'entreprise en année, le nombre d'accidents qu'il a eu, est-ce qu'il a quitté l'entreprise, oui ou non? Alors, 1, c'est qu'il a quitté l'entreprise, 0, c'est qu'il est encore présent au sein de l'entreprise. Sa dernière promotion, ces 5 dernières années, le département dans lequel il travaille et en fait l'échelle de son salaire. Est-ce qu'il a un salaire bas, moyen ou élevé? Du coup, là, j'ai chargé mes données et du coup, maintenant, je vais exécuter en fait mon script shell. Donc, on vient d'en transformer et exécuter un script shell. Là, juste, hop, lui appliquer ce petit script. Alors, ce petit script permet de transformer, de catégoriser les données. C'est-à-dire qu'on va prendre chaque colonne, on va essayer de le catégoriser, c'est-à-dire qu'on va déterminer, en fait, on va numériser en guillemets les données. C'est-à-dire, le but, c'est de simplifier le traitement par machine après. Et du coup, on rajoute après, on applique le modèle de prédiction logistique, c'est-à-dire qu'on va lui donner plein de caractéristiques et il doit prédire oui ou non en fait une réponse. Et là, dans notre cas, on veut prédire, on veut essayer de déterminer si un employé va quitter la boîte ou pas, selon en fait, selon les différentes colonnes qu'on lui a données.
Donc, c'est selon la satisfaction, le nombre d'accidents qu'il a eu, le nombre de projets qu'il a réalisé, le nombre d'heures qu'il travaille mensuellement. Si je fais mon script. Ah. Il manque évidemment on va corriger, il manque les librairies, donc il n'arrive pas. Hop, voilà. Je viens reporter mes bibliothèques. Voilà. Ensuite, j'ai dû développer mon jeu de données. Voilà. Par rapport à mon jeu de données initial, on peut voir qu'il nous donne la prédiction et aussi la probabilité de l'employé à quitter la boîte. Du coup, on peut essayer de visualiser ça tout simplement dans Power BI. Là, tu as l'air d'avoir pas mal de données, là. Ouais, oui, j'ai à peu près 15 000 lignes. Oui. Le but, c'est aussi d'avoir des données assez volumineuses pour voir en fait beaucoup prenant en compte en fait le temps d'exécution de chaque script Python. Du coup, ça peut vite devenir très long. Donc, ça va prendre en compte si on veut utiliser du script directement dans Power BI. Comme dit, on peut aussi l'utiliser en dehors de Power BI, c'est-à-dire juste faire nos modèles, appliquer notre machine learning et juste importer et présenter les données. Et donc là, on peut. Donc là, on peut voir en fait la prédiction, le nombre de personnes qui prédit qui vont quitter la boîte, donc 1700, par rapport au nombre global d'employés qu'on a. Donc ensuite, une fois que je vais présenter ces deux façons de faire, je vais quand même vous faire un petit rappel des limites de chacun de ces d'utiliser du Python dans Power BI. L'avantage, c'est que Python, on sait que Python, c'est assez flexible. Il offre pas mal de possibilités. Deux, on peut faire des visuels très complexes, comme je l'ai montré en quelques lignes de code. On peut faire pas mal de graphiques complexes qu'on ne peut pas forcément faire via Power BI. Ensuite, il y a de la flexibilité. On peut importer des librairies et jouer un peu avec du Python. Alors, les limites, c'est que dans Power BI, on ne peut pas importer n'importe quelle librairie. Il y en a une dizaine seulement qui sont véritablement supportées par Power BI. Alors, si tu me permets, hein, tu parles de ce qui est dit quand on va publier le rapport dans Power BI Service. Microsoft met à disposition sur la version cloud un nombre limité de bibliothèques. C'est ça. Si tu veux le faire en local, tu en as autant que tu veux. Oui. En fait, tant qu'on a un local, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on veut publier et partager, bon, on atteint vite les limites des bibliothèques justement prises en charge par Power BI Service. Ensuite, on a le nombre de données qu'on peut récupérer et qu'on peut traiter via le script Python.
on est limité à un certain nombre de lignes, à un certain nombre et la taille des données. Ensuite, la résolution, comme vous avez pu voir, la résolution des visuels, on est très dépendant de ce que Python propose. C'est-à-dire qu'on a, au-delà d'une certaine taille, ça devient très flou. Ensuite, le temps de traitement, comme vous avez pu voir, avec 15 000 lignes, je commence à mettre un peu de temps à traiter ces données. Ensuite, on a le niveau de confidentialité. Comme vous savez, dans Power BI, on peut décider du niveau de confidentialité des sources de données. Et ça, quand on veut appliquer du Python sur des données, on est obligé en fait de le mettre en public. Ensuite, les filtres croisés ne marchent pas. C'est-à-dire que si j'ai un visuel Python et j'ai un visuel Power BI, là, je ne peux pas interagir entre eux. Donc, voilà tout pour moi. Je repasse la main à Philippe. Je vais repartager mon écran. Voilà. Et on va reprendre les slides. Hop. C'est bon? C'est bon, on voit les slides? Ouais. OK, alors ça, c'est une façon la plus complexe, probablement, de le mettre en place, et tu nous l'as bien montré. Je vais essayer de voir un petit peu, essayer de faire un résumé de tout ce qu'on peut utiliser dans d'autres solutions que la version la plus lourde, qu'avec Python, et la solution la plus légère, les composants intégrés. Il y a toute une gamme intermédiaire par rapport à ça, donc je me suis travaillé un peu pour les redétailler. Alors, on peut faire du Python, du R. Dans Power BI, on l'a vu, hein, on a l'alternative soit du Python, soit du R, qui sont deux systèmes équivalents qui sont disponibles dans Power BI. Le problème, comme tu l'as dit, hein, Python, on est limité à la puissance de la machine. Si vous voulez monter d'un cran, c'est-à-dire multiplier les machines, on va avoir l'ensemble de Spark monté sur du Scala. Donc là, on va avoir des clusters de machines qu'on va pouvoir faire travailler. Donc dans Azure, on a du Spark qui est disponible, hein, notamment dans les produits qui s'appellent Synapse Analytics ou dans Databricks, pour citer que cela. Et je pense qu'il est aussi dans HD Insight, etc. Donc ça, c'est vraiment là, pareil, on va faire développer dans un langage Python la plupart du temps, ou Scala si vous êtes plus à l'aise, mais en tout cas là, ça demande quand même un bon niveau technique pour s'en sortir. En dessous, si on descend un peu de niveau, on a Azure Machine Learning. Alors ça, en gros, Microsoft, il vous propose des tas de bibliothèques, sauf qu'elles sont encapsulées et vous allez avoir toute la démarche que vous souhaitez d'un projet de machine learning, d'IA, avec déjà des briques un peu préparées, et vous les branchez sous forme d'un pipeline, etc. Il y a tout un jeu d'instructions pour pouvoir le faire. Et là, ça reste encore un peu plombier pour pouvoir le faire. Vous pouvez choisir le nombre de machines sur lesquelles vous faites l'expérimentation. Vous pouvez ensuite choisir le nombre de machines, parce que le but à la fin, c'est que vous puissiez interroger le modèle appris. On va beaucoup l'utiliser, on va parler d'API, hein, de web service, qui est la même chose. Donc on a, dans Azure Machine Learning, vous pouvez, une fois que le modèle est entraîné, de pouvoir l'utiliser sous forme notamment d'API, et vous choisissez à nouveau la puissance de la machine que vous souhaitez. Si on descend encore d'un niveau, on a des modules qui sont déjà pré-entraînés et qui sont déjà spécialisés. Et on va trouver, alors je les ai un peu mélangés, on aurait pu mettre Cognitive Service Suite ou Services au-dessus, en dessous. En tout cas, on a depuis peu donc toute l'offre OpenAI, hein. On entend beaucoup parler de cette société, et Microsoft a encapsulé ça dans son offre Azure et des API qui vont avec. Alors j'ai cité par exemple GPT-3, Ada, Babbage, Curie, j'ai oublié de citer Wally, le système qui génère des images à la volée. Donc tout ça, c'est proposé sur l'environnement Microsoft. On pourrait utiliser les API dans Power BI, Infine, etc. Depuis quelques jours, je ne le dis pas, mais on entend parler que de ça. Il y a encore des nouveautés qui sont annoncées. Là, aujourd'hui, ça n'a pas arrêté. Et depuis ce week-end, ça se secoue un peu, parce qu'il y a encore plein de nouveautés de chez OpenAI qui va sortir. Ce qui va m'intéresser ici, je vais vous parler tout de suite, c'est les Cognitive Services.
Donc, ce sont des modèles déjà spécialisés, déjà tout prêts. Et je vais en faire un peu une démonstration. Si on descend encore, on va trouver iBuilder qui est intégré dans la plateforme, la Power Platform, notamment dans Power Apps. Si vous voulez faire la reconnaissance de... Par exemple, vous avez des factures, vous avez des lots de factures en continu, plutôt que d'avoir une personne qui les saisit, ben pourquoi pas utiliser iBuilder pour vous lui injecter du PDF et en sortie, il vous dit facture numéro tant, telle date, tel montant de TVA, tel montant de taxe, etc. Tout ce qu'il peut y avoir sur la facture et vous injectez ça dans des modèles, ça simplifie. Donc iBuilder, c'est déjà des modèles très entraînés et vous lui dites tiens, voilà, ça c'est une orange, vous envoyez plein de photos d'orange. Lui mettra en place tout ce qu'ils font en tâche de fond dans tous les algorithmes qui vont bien pour le faire. Et puis, tout en bas, ben, on a les composants fonctionnalités intégrées, c'est ce que j'ai commencé à vous montrer tout au début. Donc là, je vais vous parler de Connective Services. Alors, Connective Services, ce sont des modules, c'est un fourre-tout chez Microsoft. On va trouver des choses liées à la parole, reconnaissance vocale, synthèse vocale, traduction vocale. Donc, vous les agencez entre eux. Et d'accord. Aussi, reconnaissance de l'orateur. Ces services, on va les trouver pas mal dans Teams, par exemple. Quand il va vous faire la transcription, un tel a dit ça, etc., il est capable de reconnaître l'orateur, de vous le traduire en multilingue, etc. Ce sont ça. Des modules de langage, alors là, on est plutôt sur décrit, reconnaissance d'entité. Il y a des exemples où allumer la lumière, donc il faut reconnaître une action, une entité, etc. Analyser des opinions, de la compréhension de langage, de la traduction, répondre aux questions, des modules de vision, la reconnaissance de la personne qui parle, si c'est des personnes célèbres, hein. Ça peut être aussi l'âge de la personne, son humeur, etc. Vision d'ordinateur, version personnalisée. Vision personnalisée, c'est vous lui donnez des règles, vous présentez des photos d'orange, vous dites ça c'est une orange, et puis il apprend et vous envoyez d'autres photos, et il trouvera ensuite, par la suite, que c'est qu'une orange. Des modules de décision, notamment du modérateur, détection d'anomalies, aussi tout ce qui est des propos racistes, vulgaires, pas propres à l'usage de toutes les oreilles, etc. Donc voilà, tout ça, c'est des modules qu'on trouve. Alors, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Je vous ai préparé une petite démo. Donc, voilà, donc je suis dans le portail Azure et je vous ai préparé à quoi ça ressemble. Voilà, un service déclaré dans Azure de type Cognitive Services, s'il veut bien l'ouvrir. Et ce qui va m'intéresser, vous voyez ici, ça ne se voit pas très bien, mais vous avez ici tous les types. Alors, j'ai pris celui qui est général. Il y en a qui peuvent vous demander spécialisé dans certains domaines. Donc, celui-là, c'est le général. Donc, on trouve aussi bien la décision, le langage, le speech, la vision, la reconnaissance de forme, les conteneurs pour pouvoir gérer tout ça. Donc, tout ça, ce sont des modules qui sont déjà pré-entraînés. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne, un module pré-entraîné. Et j'ai préparé... ils ont une version de démonstration, le studio pour pouvoir le préparer, et je vais l'utiliser pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire. Et je vais prendre, par exemple, établir une légende sur des images. Alors, je vais prendre leurs images, hein, peu importe, et ils n'ont pas de module, ils n'ont pas le module français. Je vais envoyer, donc, vous voyez, des vaches, après, et il me dit que sur la photo, il a reconnu un groupe de vaches en train de brouter dans un champ. Je fais la traduction. Hein. Je vais vous montrer autre chose, hein, une statue de femme tenant sur le haut d'un immeuble, etc. Donc vous voyez, ce sont des modules qui sont déjà bien pré-entraînés. Vous lui envoyez n'importe quoi et il va vous dire ce qu'il y a. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre comme exemple? Ah oui, bien sûr, vous lui envoyez du texte, il va reconnaître l'ensemble des éléments. Vous voyez, il a entouré tous les mots qu'il a trouvés sur une photo. Il vous a... Vous voyez, la photo, elle est quand même torturée, avec des effets d'ombrage, etc. Il est plutôt à l'aise. On peut même s'amuser avec des photos encore plus tordues. Il a bien reconnu Life is like riding a bicycle, ou peu importe. Qu'est-ce que je vais encore vous montrer d'autre? J'ai encore un petit peu de choses à vous montrer. Ah, les tags. Voilà. Je lui envoie une photo. Attendez, j'étais là. Vous voyez, donc, il détecte
qu'il y a des habits, il y a une gare, il y a du métro peut-être, il voit un train à 94%. On est dans un module de transport. Lui, il a identifié que ça peut être aussi à 92% un métro. Difficile sur la photo d'identifier si c'est un train ou un métro. Il trouve une personne à 92%. Du transport, des rails, des passagers, des gens. On est en souterrain, etc. On est à l'intérieur. Donc, vous voyez, donc ce sont des modules qui sont déjà pré-enregistrés. Vous prenez une photo, vous envoyez ça sous forme d'un programme, vous appelez l'API en question, et il vous donnera en réponse, selon ce que vous avez demandé, il vous renverra telle ou telle option. Si vous avez demandé un sous-titre de la photo, de l'image, il vous renverra un sous-titre. Si vous lui demandez un détail de ce qu'on voit, il vous enverra tout ça. Et donc voilà, là je vous montre, si vous avez une structure JSON, vous voyez, mais il y a des habits à 95%. Voilà, donc ça c'est ce qui est Cognitive Services. Il est déjà bien préparé et on a des API. Alors comment est-ce qu'on l'utilise dans le cas de Power BI? Non, c'est les slides que je veux. Alors, ça, c'est la démo. J'étais là. Voilà. Alors, on peut, dans Power BI, utiliser dans la partie query, il y a donc du code qui va appeler la structure, l'API distant, et on va récupérer l'élément et ça va rajouter une colonne dans la partie Power Query. Donc, à gauche, vous avez la fonction à appeler, globale. Et à droite, vous avez comment il faut l'appeler. Et entre autres, ici, je vous ai mis en rouge la clé, parce que quand vous utilisez les API de la Cognitive Services, vous avez une clé unique identifiée que vous gardez pour vous, parce que si d'autres l'utilisent, si vous êtes facturé à l'appel, donc si vous commencez à le diffuser dans le monde entier, et ben, les gens vont être contents de vous facturer. C'est vous qui allez, c'est votre portefeuille qui va prendre un coup. Donc, on garde secret la clé pour appeler le web service. Et ici, vous voyez, dans cet exemple, là, on appelle l'analyse de texte, l'analyse de sentiment, et on passe le texte et on récupère en sortie le valeur de sentiment. Donc, dans les Cognitive Services, 0, c'est un avis très négatif, c'est quelqu'un qui se plaint, qui met un avis négatif. 1, c'est un avis très favorable, un sentiment très favorable. Et 0,5, c'est un avis neutre. Justement, on va regarder ce qu'il en est dans quelques instants, puisque j'ai prévu une petite démo. Alors, je ne vais pas vous faire une démo par rapport à cette partie-là. Je ne vais pas coller ce code. Je vais faire une façon encore plus simple d'utiliser Cognitive Services, qui sont encapsulés dans Power BI. Et c'est essentiellement dans l'offre Power BI Premium et Premium par user que c'est disponible. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, dans Power BI, vous avez ces 3 petites icônes qu'on ne touche jamais, qui est sous le chapitre Insight IA, pardon. Et on va les utiliser, puis on va regarder le résultat. Alors, je vous ai prévu une petite démo et on est parti pour ça. Voilà. Vous avez vu, je vous ai dit de tweeter un petit peu, d'utiliser tweet avec le hashtag Power BI. Et en fait, ça fait depuis le mois de janvier que j'avais prévu, je ne savais pas trop comment j'allais faire ma démo, je me suis dit, ce serait peut-être intelligent d'utiliser des tweets pour analyser. Donc, depuis janvier, je me suis préparé, j'ai mis un petit Power Automate qui m'envoie ça dans une liste SharePoint, donc j'ai à peu près 5000 tweets. Je n'ai pas regardé tout à l'heure si aujourd'hui ça a beaucoup tweeté, mais ce matin j'étais à 5000 tweets. Et donc j'ai le texte du tweet, et c'est la partie titre là où c'est du tweet avec. J'ai juste filtré sur l'hashtag Power BI. Donc il y a le monde entier dedans qui ont tweeté sur 5000 tweets. Alors tout n'a pas été remonté parce que SharePoint a refusé certains éléments parce qu'il ne reconnaissait pas certains caractères exotiques ou d'autres langues qui n'utilisent pas la gamme standard européenne. Mais voilà, bon, j'en ai quand même pas mal là-dessus. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Tout simplement, par exemple, je vais lui dire, je vais analyser du texte, je vais le lancer, qu'est-ce qu'il va nous proposer là? Il va démarrer une nouvelle fenêtre.
et il va me proposer les services qui sont disponibles, qui sont déjà préenregistrés et qui vont consommer de la Cognitive Services sans que je sache. Allez, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il me propose? La détection de langue. Il me propose deuxième l'extraction de mots-clés ou de phrases-clés. En fait, c'est des mots-clés. Le troisième, c'est le sentiment. Comme je dis, entre 0 et 1, ça va me donner. Donc, comment ça fonctionne? Je vais prendre par exemple sélection du langage. Je prends l'option et il va me demander quel est le texte que je veux utiliser. Alors là, je ne lui dis pas que c'est du texte, mais c'est tout simplement c'est une colonne. Et la colonne, c'est la colonne titre. Et je vais faire OK. Et là, et je vais le laisser un tout petit peu tourner. Et il va me proposer une nouvelle colonne qui contiendra deux colonnes. Il va me proposer une en anglais, la langue. Donc on va trouver de l'English beaucoup. J'ai du arabique. Voilà. Celui qui est ici, je pense que c'est de l'arabe, on peut lui faire confiance, etc. etc. Et j'ai le code international ISO. La deuxième colonne, c'est le code international ISO à 2 caractères. EN pour l'anglais, ça, je ne vous apprendrai rien là-dessus. Maintenant que j'ai fait ça, je vais utiliser l'analyse toujours de texte et puis je vais faire l'analyse de sentiment. Donc je relance l'analyse de texte, le temps qui charge le module. Voilà, donc le score de ce sentiment. Pareil, je lui propose là la colonne. Donc la colonne utilisée, c'est le titre. Et comme j'ai déjà la langue, je lui dis, tu utilises le code ISO de la langue, ce qui m'a calculé juste avant. Si je m'étais vide, il aurait calculé lui-même la langue avant. Voilà, tant qu'à faire, j'ai la langue, je lui envoie. Et le temps qu'il calcule. Alors, je vous montrerai un petit peu, vous verrez, c'est comment est-ce qu'il a généré le code M qui est derrière. Vous allez voir, c'est juste un appel d'une procédure interne, d'une fonction interne, dont on n'a pas accès. Il a tout encapsulé, nous, on s'est vraiment fait le code minimum. Allez, on va y arriver. Encore quelques secondes. Il y a des questions. Il y a des questions? Oui. Ah A oui. priori, il demande si c'est facturé à la requête. Pour BI, laquelle? Ah, la personne. Faudra... Ah, ok. Ah, c'est toi? Oui, à chaque fois qu'on fait un rafraîchissement de la donnée, du coup, c'est les factures et sur les crédits. Alors, la partie Power BI là que je suis en train de montrer, celui qui est là, c'est inclus dans le tarif. Donc, tant que tu appelles, ça marche. Il n'y a pas de limitation, c'est pris en charge dans le tarif PPU ou Premium. C'est pris en charge dans le tarif PPU ou Premium. Ça, c'est la règle, donc il n'y a pas de surcoût. Si par contre, c'est toi qui appelles l'API, Cognitive Services, forcément, c'est le web service, donc Azure, tu recevras une facturation Azure à l'unité. Voilà, j'ai mon. Merci de. Comme ça, j'ai pu avoir. Vous voyez, les sentiments, donc il y a du 94, il y a du neutre, il y a du 0,74%, donc il y a un peu de tout. Alors, je ne vais pas analyser plus finement encore tout ça. Ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu ce que ça a donné, puisque j'ai fait un petit travail des langues. Donc là, j'ai 2129 tweets au total. Et vous voyez, ça a commencé le 22 janvier, ce travail, et on va regarder un petit peu. Je vous ai mis à gauche les sentiments. Donc la ligne rouge, je l'ai calée à 1,5, donc la vie neutre. Globalement, on voit que le système reconnaît que plutôt positif, sans être exceptionnellement élevé, etc. On est quand même dans une moyenne aux alentours de 0,6 à peu près dans le sentiment. Si on regarde en français ce qui se passe, donc, comme j'ai récupéré la langue, vous voyez, c'est beaucoup plus assuré parce qu'on n'a que 36, c'est quand même beaucoup plus variable, mais on est plus dans des pics. Alors j'essaie de regarder un petit peu qu'est-ce qui faisait qu'on était quand même très positif. Donc voilà, par exemple, le tweet, il dit « Est-ce que ça vaut le coup ?» Alors pour le système, est-ce que ça vaut le coup? Ça doit être un sentiment très positif. Analyse de tendance Power BI, donc c'est quelqu'un qui a tweeté ça. Donc il y a un avis plutôt négatif.
Ben, c'est beaucoup de smileys. Donc, voilà. Alors, du coup, on va regarder quand même un petit peu. Il nous reste quelques minutes, ouais, 20h04. Je me suis intéressé de savoir un petit peu quelle est la langue la plus utilisée dans Power BI. Le système a reconnu plutôt de l'anglais, hein, c'est toute la zone rouge. Et le français, il est de couleur verte, si j'ai pas trompé, si j'ai pas, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Le français, il est, ah, j'ai loupé, voilà, il est plutôt bleu là. Voilà, c'est ces petites zones-là. Donc, vous voyez que le français n'est pas très actif au niveau de Power BI. Et comme dirait Tristan, les Français n'aiment pas Twitter. Donc, je dis, c'est pas étonnant. Donc voilà. Je vous ai préparé aussi, alors, je ne vous ai pas montré comment ça fonctionne. Il y a les mots-clés sur l'ensemble des 5000 tweets. Voilà un petit peu les mots qu'on retrouve dans les tweets, les idées qu'on retrouve. Ce n'est pas les mots qu'on trouve, hein. Ce sont les idées derrière les mots. Hein. Les rattrape. Donc, ou les mots-clés qu'on retrouve. Hein. Donc, on voit du Power BI, c'est pas surprenant. RT, c'est le mot pour retweeter, donc les gens retweetent quand même massivement. Après, on va trouver du Microsoft, on va trouver du Gracias en espagnol. On va trouver Chris Webb qui a tweeté, qui a été repris. Zebra BI qui est un des composants de la bibliothèque custom, etc. Il y a beaucoup de Microsoft, du SharePoint, voilà. Donc on trouve, bon, il y a du data, pas mal aussi. Vous voyez, donc ça, c'est une représentation un petit peu des mots-clés. Et bon, je me suis amusé aussi de voir un petit peu quels étaient les mots-clés en français qui reviennent le plus. Alors le plus, c'est pour 22, c'est pour BI. RT en deuxième position. Troisième position, le club Power BI de Strasbourg. Ça fait plaisir. La quatrième position, c'est Bibi. La cinquième, le prochain meet-up, etc. Microsoft, Tableau. Ah, en cinquième position, qu'on trouve Tableau quand même, un concurrent. C'est plutôt original. Donc voilà. Voilà ce qu'on peut faire, ce qu'on pouvait dire. Alors, comme je vais vérifier si j'ai bien passé toutes mes slides. Ah oui, 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 celle-là, je la garde pour la fin. Et si on parlait depuis le début, on présente la session, est-ce qu'on va parler de ChatGPT? Et ben, en fait, plutôt que de parler de ChatGPT, j'ai décidé de faire parler de ChatGPT. Alors, je prépare un petit truc rigolo. C'est pas la prétention d'aller très loin, mais en fait, j'ai oublié une chose. Il faut que je départage et je vais vous repartager parce qu'il faut que j'active une coche. Je peux peut-être répondre à Benoît. Inclure le son de l'ordinateur. Voilà, c'est ça qu'il faut que j'active. Ah, du coup, Benoît, oui, c'est possible en fait d'appliquer des segments sur des visuels Python. Mais c'est en fait c'est l'interaction entre les visuels qui ne marche pas. Allez, je vais décider de faire parler ChatGPT plutôt que d'en parler. C'est lui qui va parler. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait très compliqué. J'ai demandé à ChatGPT ce que c'était que Power BI. Il m'a sorti du texte. J'ai envoyé ça dans les modules, dans les studios vocaux de la Cognitive Services. Et voilà le résultat. Power BI est une plateforme d'analyse de données et de visualisation de Microsoft. Elle permet aux utilisateurs de se connecter à de nombreuses sources de données, de les transformer et de les visualiser sous forme de tableaux. Voilà, il y en a pour 2 minutes. Je vais arrêter là. Et bon, voilà. Donc, oui, ChatGPT, on peut aussi le faire parler. Il n'y a pas de souci. Et voilà, c'était pour le petit côté teasing. On a parlé de ChatGPT. Est-ce que vous avez entendu? Alors, est-ce que vous avez au moins entendu la séquence sonore? Vraiment, j'ai fait ce qu'il fallait. Et on n'aurait pas. Oui. Après, oui, oui. Bon, ben voilà. On en a fini avec notre petite présentation. C'est la session des questions-réponses. Est-ce qu'il y a encore des questions? On a répondu à celui-là de Benoît. Je reviens à Benoît. Une question. Oui. Quand on voit par exemple les éléments qui font des régressions linéaires directement sur Power BI, moi ça me fait toujours un peu peur parce que pour l'instant je n'ai pas encore trouvé de méthode à part passer peut-être par du Python ou du R pour avoir des explications un peu plus, par exemple, la p-value. Est-ce que vous l'entendez, monsieur? Sinon, je répète. Peut-être que je parle un peu plus fort.
Donc, ça serait pour savoir, est-ce qu'il existe des moyens actuellement pour les outils IA Power BI, savoir les résultats qu'ils nous donnent, à quel point ils sont fiables? Sur ce que j'ai présenté là, par exemple. Ouais, Oui, non, il n'y a pas. y a pas. Vous lui faites confiance. Ouais. Vous n'avez pas le taux de confiance. Voilà. C'est le standard du produit. Cognitive Services peut le faire. Vous pouvez, dans la structure JSON de retour, il vous donne un certain nombre d'éléments de réponse de la confiance. Mais globalement, les modules qui sont là sont faits pour une approche grand public. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans tout ce qu'on a présenté, vous avez une approche plutôt grand public pour des gens qui n'ont pas forcément de connaissances, et puis des gens qui sont plutôt avancés, qui vont jouer sur d'autres technologies, probablement plus haut dans ma pile là-haut, pour ceux qui sont vraiment à l'aise et qui ont de l'expérience. Donc, au premier niveau, je dirais par exemple, analyse de sentiments, ça vous donne une idée. Effectivement, je ne peux pas vous dire quel est le taux de confiance de ce qu'il vous a donné, etc. Il vous donne un taux en disant, voilà, c'est plutôt 0,5, plutôt 0,7. 0,7 est mieux que 0,5. 1, c'est parfait, c'est très positif, etc. Maintenant, on n'en sait rien de plus. Faut dire que c'est une boîte noire, en fait. Oui, On a parce que certains paramètres, mais sans plus, on peut pas lui demander plus d'informations. pour une raison fort simple, c'est que si je te dis un taux de confiance de 72, 0,72, est-ce que ça va te parler? Comment? Parce que tu vas devoir rentrer dans le dur pour comprendre comment est calculé ce taux de confiance. Donc, c'est fait pour une première approche et c'est pas vraiment un travail de data scientist. Donc, allez, moi j'ai un goodies pour vous. Il a droit à la courte clone de Power BI. J'en ai d'autres pour ceux qui posent des questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Peut-être juste une remarque, je crois, avec les visuels Python, il n'y a pas de tooltip non plus qui sont disponibles. Par contre, tooltip, je ne sais pas comment il s'appelle en français. C'est quand on va sur les visuels et puis il y a le petit. Infobule, ah oui. Oui, oui. Ouais, c'est ça, c'est un autre. Bon. Autre chose qui ne fonctionne pas, par contre, moi, c'est que j'utilise beaucoup. Oui. Et puis, ça dépend de l'analyse, c'est Deneb. Donc, Ok. basé Vega bah, du coup, en fait, toute la partie de interactivité qu'on n'a pas dans Python, on l'a complètement ou presque complètement dans Deneb, ainsi qu'une bonne partie, en fait, des fonctions qui sont possibles au niveau des données. Ok, bah, j'avais pas exploré ce côté-là, oui, ok. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de limites dans Power BI une fois qu'on veut faire des trucs un peu poussés en Python, on se prend vite un mur en fait, ça c'est sûr. J'ai vu beaucoup dans l'entreprise et puis du coup les personnes qui attendent que les visuels se fassent. Oui. Tandis qu'avec des maps, c'est fait directement dans l'environnement, ça répond si vite en fait que les visuels classiques. C'est vrai que Deneb, on entend pas mal parler. Avant, il y avait Charculator. Pardon, voilà, donc qui étaient aussi des modules qui sont fournis par la communauté qui permettent d'augmenter l'expérience d'affichage, etc. Mais c'est vrai, soyons clairs, dans un schéma normal, on ne va pas faire calculer un modèle d'apprentissage dans Power BI. On l'a fait là, dans le cadre de cette session, mais généralement, on va faire ça dans un cadre externe et utiliser des API pour le faire. On a tout ce qu'il faut dans Power Query pour appeler des web services, donc on ne va pas se gêner pour pouvoir séparer les deux. Là, c'était parce que c'est une session Power BI. Le but, c'était pas de vous faire un cours Python sur le machine learning. Donc, on a un peu torturé un peu le truc, mais pour vous montrer qu'on pouvait le faire. Ça se fait beaucoup en entreprise. Hein. Maintenant, c'est quoi? ici, moi, je le vois tous les jours, les gens qui utilisent Python juste pour les visualisations dans Power BI. Ah oui, d'accord. Parce que les visuels, maintenant, ça va changer, mais les visuels qu'il y avait jusqu'aujourd'hui sont très limités. Oui. Et du coup, en fait, on essaie de dépasser la limitation en utilisant Python. Et du coup, il y a tous les autres désavantages que vous avez. Ah oui, ça. C'est une possibilité. Alors, sachant, attention, on est limité qu'à Matplotlib, je crois, hein, comme bibliothèque d'affichage, je crois que c'est celle-là. Oui, donc, il n'y a pas Gplot2, etc., qui sont plus utilisés par ailleurs. Microsoft a volontairement limité, d'abord pour des questions de licence. Il faut qu'elle soit open source, la licence du module.
Il faut que ce soit du MIT+, etc. Donc des licences open source. Il faut que le produit soit aussi en open source, etc. Et puis, ils ne se passent pas leur temps à mettre à jour. Par exemple, on a regardé, il faut du Python 3.7.7. C'est le seul qui est supporté dans le cloud de Microsoft. Alors, avec des versions qui vont avec au niveau des différentes librairies, la dizaine que citait Lancelin il y a quelques minutes. Mais il faut imaginer Python, il faut imaginer Power BI. Il y a plusieurs façons de lire et d'utiliser Power BI. Vous êtes tous dans votre coin, vous faites votre petit projet un peu comme vous feriez un peu du tableau croisé dynamique Excel. Et puis vous avez des solutions plus d'entreprise, plus globales qu'on peut utiliser. Donc on a toute une gamme là entre le simple utilisateur à des choses beaucoup plus globales dans l'entreprise, dans tous les cas, quoi. Donc c'est ça qui aussi fait la force de Power BI, c'est qu'on se contente pas d'un seul mode de fonctionnement et aussi au niveau public. Dans l'Assemblée, c'est très souvent qu'on trouve des gens métiers qui utilisent l'informatique, disons, à ceux qui sont tout à fait à l'aise et qui sont des vrais développeurs BI ou développeurs d'autres types, etc. Et c'est ça que moi je trouve, dans le niveau du produit Power BI, c'est ça qui ferait vraiment sa force, toute cette étendue de l'offre où on peut l'utiliser. Est-ce qu'en ligne, vous avez des questions? Là, je ne vois pas. Et dans la salle aussi, d'autres questions? Non. Donc, s'il y a plus de questions, si on en a fini, ben, je vais arrêter l'enregistrement. On est un petit peu débordé, désolé, mais c'était dense.